Merci. Un mois après la débâcle des Républicains aux élections européennes, Marion Maréchal Le Pen a rencontré une quinzaine de membres LR au cours d'un dîner à Paris. Une première manœuvre qui pourrait faire bouger les lignes en vue d'une éventuelle alliance des droites. Le site d'hébergement YouTube menacé par la Commission fédérale du commerce, la plateforme propriété de Google, est mise en cause pour des manques graves dans la protection de l'enfance et risque de se voir infliger une amende record. Au-delà du cas YouTube, c'est plus généralement le rapport des mineurs au numérique qui semble poser problème. 10 ans après le lancement du Bitcoin, la firme américaine Facebook veut lancer Libra, sa crypto-monnaie, en 2020. L'économiste Philippe Erlin nous livre son analyse. Madame, monsieur, bonsoir. Un dîner en guise de premier rendez-vous. Un mois après la débâcle de la liste de François-Xavier Bellamy aux élections européennes, Marion Maréchal a rencontré une quinzaine d'élus, les Républicains, lors d'un dîner à Paris. Une porte ouverte vers une éventuelle alliance des droites. Les premières manœuvres sont enclenchées alors que les résultats des dernières élections européennes ont été riches en enseignements. Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal Le Pen sont tour à tour montées au créneau pour lancer un appel du pied aux électeurs de droite qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à attirer. Profitant de la débâcle qui règne au sein des Républicains et de la démission de Laurent Wauquiez, les mains tendues se sont multipliées, notamment de la part de la plus jeune retraitée de la vie politique. En effet, Marion Maréchal a saisi cette opportunité pour sortir d'un silence long de plus de 2 ans pour plaider l'idée d'une grande coalition entre la droite populaire issue des Républicains et le Rassemblement national. Vous savez, en politique, 1 + 1 n'égale pas 2 mais 3. Il y a toujours une dynamique quand il y a des alliances et c'est vrai que je crois qu'il est temps aujourd'hui d'arriver à ce que j'appelle un grand compromis patriotique, c'est qui peut se manifester par des alliances de personnes à différentes élections, par des coalitions gouvernementales comme on peut les constater à l'étranger, qui dépassent finalement des chapelles ou des partis et qui rassemblent les Français bien au-delà. L'union des droites, ou en tout cas l'alliance des droites, parce que l'union ça veut dire fusion, plutôt l'alliance, pour moi c'est pas une fin en soi, c'est un moyen et ça ne pourrait être d'ailleurs qu'une étape en vue d'un rassemblement même peut-être plus important demain, qui parle à beaucoup plus de Français. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que pour moi, les LR arrivent à bout de souffle et doivent clarifier leur position, soit pour définitivement s'associer à la République En Marche, et très bien, ça permettra peut-être à d'autres forces d'émerger, soit pour permettre à ce qu'une tendance plutôt proche du Rassemblement national et d'ailleurs de leurs propres électeurs arrive enfin à s'affirmer et ne se laisse plus intimider finalement par cette stratégie du cordon sanitaire qui avait été mise en place à l'époque par Mitterrand et qui continue de sévir et de permettre au camp progressiste au sens large de gagner et de garder le pouvoir. Après les paroles, les actes, Marion Maréchal Le Pen n'aura pas attendu longtemps pour enclencher les premières manœuvres. Ainsi, un dîner a été organisé mardi en toute discrétion à Paris entre l'ancien député de Vaucluse et une quinzaine d'élus et parlementaires des Républicains à l'initiative d'Éric Tegner, membre des Républicains. Ce qui m'intéressait avant tout, également avec Jacques Duguilbon de l'Incorrect qui a organisé également cette soirée, c'était de briser, d'une façon, le cordon sanitaire et de cesser d'écouter toujours la gauche, leur diktat moral qui essaye, vous savez, de donner des certificats de respectabilité et de dire qu'on a le droit de parler à un tel mais pas à un tel. Et ça, c'était inédit du coup hier, mardi soir, de voir des parlementaires des Républicains, dont par exemple Xavier Breton, qui est un député de la région de Laurent Wauquiez, qui est membre du bureau politique, donc une personnalité importante, qui sont capables de se dire, moi de toute façon j'ai écouté Marion Maréchal sur LCI et j'ai vu qu'effectivement elle avait les mêmes idées, en tout cas peu ou prou les mêmes idées que Bruno Retailleau, que Julien Aubert, que Guillaume Larrivé, donc pourquoi ne pas parler avec elle? Et donc c'était intéressant dans ce sens-là. Autour de la table, d'anciens colistiers de François-Xavier Bellamy, mais également des membres du bureau politique de LR. Sans surprise, les discussions ont tourné autour de sujets sur lesquels les deux partis peuvent s'entendre. Bioéthique, privatisation d'aéroports de Paris, insécurité ou encore immigration. Une mise en bouche qui ne serait pas la première du genre. En effet, celle qui se présente comme une simple directrice d'école aurait déjà rencontré une vingtaine de collaborateurs de parlementaires LR dans un autre restaurant parisien une semaine auparavant.
auparavant et les différents participants auraient bien l'intention de poursuivre les discussions en septembre. Si pour le moment, il n'est pas question d'évoquer toute forme d'alliance électorale, Marion Maréchal Le Pen n'étant plus affiliée à un parti, ni même d'union des droites, cette ouverture constitue néanmoins une première étape vers un rapprochement. Cette initiative promet d'ailleurs de faire bouger les lignes alors que le parti de la rue de Vaugirard a toujours banni tout échange avec d'actuels ou d'anciens membres du Rassemblement national. À quelques exceptions près, on pense notamment à Guillaume Pelletier. Cette rencontre pourrait également avoir des conséquences au Rassemblement national. Ne cachant plus ses intentions de se rapprocher des Républicains, Marine Le Pen se voit donc prise de court par sa nièce. De quoi également relancer le débat sur les réelles intentions de Marion Maréchal. Reste à savoir si l'ancien député de Vaucluse arrivera à conclure lors des prochaines rencontres. Quoi qu'il en soit, l'échiquier politique est en mouvement, car dans le même temps, d'autres s'activent également. Après avoir prêté sa plume à François Fillon puis à Marine Le Pen, le chantre de l'Union des droites, Paul-Marie Coutot, a décidé de rejoindre le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, alors que l'éphémère plateforme des amoureux de la France, formée avec Nicolas Dupont-Aignan, a pris l'eau avant les élections européennes. La plateforme vidéo YouTube va-t-elle faire l'objet d'une amende record? C'est en tout cas ce qui menace le site, propriété de Google, mis en cause aux États-Unis par la Commission internationale du commerce. Olivier Frère-Jacques. YouTube n'est pas l'ami des enfants. La plateforme géante, propriété de Google, fait l'objet d'une enquête de l'administration états-unienne. En cause, le géant du numérique recueillerait massivement des données de millions d'enfants, une pratique prohibée par la loi américaine et plus précisément par la Children's Online Privacy Protection Act de 1998 et qui interdit le pistage et le ciblage publicitaire d'enfants de moins de 13 ans. À cette question d'ordre publicitaire s'ajoute le problème des contenus douteux mettant en scène des enfants. Avec la fonction autoplay qui permet de lire une vidéo automatiquement après celle choisie par l'utilisateur, se lancent des contenus montrant des enfants dans des situations équivoques ou en train de subir des violences. Outre le fait qu'un enfant peut visualiser ces contenus sans les avoir choisis, le problème est aussi pour la plateforme de laisser ce type de vidéo disponible sur le site. À cela s'ajoutent d'autres éléments comme le partage des vidéos YouTube sur des forums pédocriminels ou même des commentaires à caractère pédophile directement sur la plateforme. Très en pointe sur la lutte contre les contenus qualifiés de haineux ou non conformes à la pensée dominante, il semblerait que YouTube éprouve plus de difficultés à gérer l'utilisation de son outil par les plus jeunes ou de contrôler son contenu pour ne pas mettre en scène des vidéos inappropriées. Une responsabilité évidente de la plateforme qui ne doit pas faire oublier la responsabilité de nombreux parents qui n'exercent aucun contrôle sur la consommation d'images de leurs enfants. L'administration américaine, elle, semble vouloir s'attaquer au problème et c'est la Commission fédérale du commerce, une agence indépendante dont le rôle est de faire appliquer le droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, qui mène une enquête selon le Washington Post, une enquête qui devrait rapidement arriver à son terme. Un précédent existe d'ailleurs en la matière puisqu'en février, c'est l'application TikTok qui s'était vue infliger une amende d'environ 5 millions d'euros pour un chef d'accusation analogue. Pour YouTube, la facture pourrait s'avérer encore plus salée et au-delà de la sanction, c'est le modèle même de la plateforme qui pourrait évoluer. Ainsi, le site web d'hébergement de vidéos pourrait se voir demander par les autorités de revoir sa politique publicitaire et de contrôler plus assidûment ses contenus. De quoi mieux protéger les jeunes enfants, mais aussi de quoi faire perdre de la viralité à YouTube et donc réduire ses ressources publicitaires. Les déboires judiciaires de YouTube poussent ainsi à s'interroger sur les comportements des utilisateurs vis-à-vis des plateformes de partage vidéo et plus généralement de leur rapport au numérique et à l'image. Ainsi, la surexposition des enfants aux écrans semble être à la racine du problème. Surexposition aux écrans, mais aussi surmédiatisation de mineurs à des fins commerciales ou idéologiques, comme c'est le cas de l'égérie écolo Greta Thunberg, des phénomènes qui intègrent des enfants à des jeux d'adultes auxquels ils ne sont pas prêts. On connaissait déjà les bitcoins, désormais Facebook lance Libra, sa nouvelle crypto-monnaie, de l'argent totalement dématérialisé pour faire des transactions sur le net. Une nouveauté pour la firme américaine qui part avec plus d'avantages que ses ancêtres. Explication avec Élise Blaise. Facebook va-t-elle parvenir à démocratiser les crypto-monnaies? C'est en tout cas le pari pris par le géant du numérique et le français David Marcus, créateur de Libra, une nouvelle monnaie dématérialisée que veut lancer le réseau social international. Une filiale, Calibra, sera créée pour l'occasion et servira de porte-monnaie numérique.
Mark Zuckerberg espère donc imposer Libra dans le paysage virtuel 10 ans après le lancement du Bitcoin. Selon l'économiste Philippe Erlin, Libra pourrait devenir un véritable outil de développement, notamment dans les pays du Sud où les monnaies de référence souffrent souvent d'inflation incontrôlée et où une part importante de la population n'a pas de compte en banque. Par ailleurs, si le Bitcoin a montré des fluctuations très importantes, Libra devrait être plus stable, comme nous l'explique Philippe Erlin. Le Libra va être garanti par une réserve constituée des grandes devises, le dollar, l'euro, la livre sterling et sans doute le yen et le yuan, enfin c'est pas encore sûr. Et donc il y aura un équivalent exact, c'est-à-dire pour chaque Libra d'émis, il y aura l'équivalent en euros, en dollars, enfin un panier de monnaie, euro, dollar, etc. Donc on a l'assurance que le Libra sera une monnaie stable et ça c'est une différence disons que parce que le Bitcoin est très volatile et donc ça dissuade beaucoup de gens de l'utiliser. Avec le Libra, il n'y aura pas cette crainte. Ce sera une monnaie stable et donc on pourra y mettre son épargne ou faire des transactions sans avoir de crainte de perte d'argent. Une stabilité assurée donc, mais une sécurité toujours en question. Si beaucoup voient à travers le Bitcoin et les autres crypto-monnaies un outil de transaction pour les marchés clandestins et criminels, la réalité est plus rassurante puisque les transferts d'argent pour ouvrir un compte de Bitcoin partent le plus fréquemment d'une banque classique. Le Bitcoin est anonyme, mais en fait, pour acheter les Bitcoins, il faut faire un virement de sa banque vers une place de marché. Donc là, on est suivi. Puis quand on rapatrie ces Bitcoins en euros, on fait aussi un virement bancaire. Donc cette histoire d'anonymat, en fait, est très limitée. On parle plutôt de monnaie pseudonyme, c'est-à-dire qui a une partie anonyme, mais qui est en fait assez limitée. Et pour le Libra, ce sera encore plus difficile de faire une quelconque opération de blanchiment parce que Facebook va jouer de la légalité. Et donc, il faudra être enregistré. Il suffira pas simplement d'avoir un compte Facebook, il faudra envoyer sa carte d'identité, un justificatif de domicile et de cette façon les utilisateurs seront clairement identifiés, donc il n'y aura pas de problème de blanchiment, quoi. Autre question qui s'impose, le big data. En effet, signé pour l'utilisation d'une monnaie lancée par Facebook peut effectivement laisser craindre pour ses données personnelles. Un problème qui pourra être contourné selon Philippe Erlin. Libra va être géré par une fondation qui sera située à Genève. Dans cette fondation, Facebook aura une voix parmi d'autres, mais il ne sera pas propriétaire, il n'aura pas la majorité des voix. Il y a déjà une vingtaine de partenaires comme Mastercard, PayPal, Booking ou Uber. À terme, il y en aura une centaine, mais chacun aura une voix. Et les données financières ne pourront pas être récupérées par Facebook. Maintenant, ce qu'il faut aussi, pour modérer ce que je viens de dire, c'est que si on utilise le porte-monnaie de Facebook, c'est-à-dire le Calibra, bon, là, Facebook aura connaissance de nos transactions. Donc, si on veut une vraie sécurité, il faudra peut-être prendre un portefeuille différent de Calibra. Voilà. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Floriane Janin. 2 attaques terroristes en Tunisie. Ce jeudi, de violentes explosions ont retenti, l'une sur la principale artère du centre-ville de Tunis, proche de l'ambassade de France, l'autre près d'un commissariat de police dans le quartier d'Al-Kardjni, toujours à Tunis. L'un des kamikazes s'est fait exploser près d'une voiture de police, le second à côté d'un commissariat. Le premier bilan fait état d'un policier mort et 8 blessés. Fin octobre, Tunis avait déjà été frappé par un attentat suicide. Une femme d'une trentaine d'années avait activé une charge explosive qu'elle transportait en s'approchant cette fois encore d'un groupe de policiers. 20 personnes avaient alors été blessées, dont 5 civils. Abus sexuels à la Direction générale de la sécurité intérieure. Une jeune femme a déposé plainte pour viol à Reims contre un commandant de la DGSI. Elle assure avoir subi des attouchements sexuels à 3 reprises, dont une fois lors d'une virée en forêt dans les Ardennes. L'homme reconnaît les attouchements sexuels, mais assure qu'ils étaient consentis par la victime. Toutefois, des investigations techniques ont révélé des contenus pédopornographiques explicites en masse sur ces appareils. Le commandant de police a été mis en examen pour viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, agression sexuelle, consultation habituelle de sites pédopornographiques et détention d'images pédopornographiques.
Notre-Dame, mise en danger par la majorité présidentielle. Le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale fait l'objet d'une manœuvre législative inquiétante de la part de La République en marche. Ainsi, l'article 9 du texte prévoit le recours à des ordonnances par le gouvernement pour la rénovation de l'édifice, une disposition législative qui déroge au Code du patrimoine et aux traités internationaux signés par l'État français en la matière. L'article en question avait été supprimé lors de sa lecture au Sénat, mais a réapparu en commission des affaires culturelles mercredi matin. En contournant le Code du patrimoine, la majorité entend n'être liée à aucune contrainte de spécialistes du patrimoine et pourrait ainsi réaliser ses pires fantasmes en matière architecturale. Le texte définitif devrait être voté le 2 juillet en procédure accélérée et ainsi limiter le temps de parole de l'opposition. Le député de l'Oise, Agnès Thill, n'avancera plus avec En Marche. En février dernier, cette dernière avait déjà fait grincer des dents en dénonçant le lobby LGBT à l'Assemblée nationale, suite à une interview de Gabriel Attal, secrétaire d'État, reprise par Tétu. Au début du mois, cette ancienne directrice d'école avait déclaré en plein débat de révision de la loi bioéthique que la PMA pour toutes restera dans l'histoire comme celle qui aura évincé les pères de la naissance et de l'éducation des enfants. Elle vient finalement d'être exclue par la commission de gestion des conflits qui invoque la nécessité d'un débat apaisé autour de la question. Comprenez ici, ne sortez pas du droit chemin sous peine d'être victime de délits d'opinion. L'élu souhaite porter plainte contre cette décision qu'elle juge injuste et sectaire de la part de sa désormais ex-formation politique. Avec le RIP pour ADP, le gouvernement avance masqué. Après de multiples bugs détectés sur le site officiel collectant les signatures, la révélation des noms et adresses de bureaux de vote des participants, le gouvernement a décidé de retirer la page internet permettant de comptabiliser le nombre de soutiens au référendum. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il n'était pas prévu que les citoyens aient accès au décompte car il s'agit d'une prérogative du Conseil constitutionnel. Rappelons qu'il faut plus de 4,7 millions de signatures, soit 10% du corps électoral, pour que l'opposition des citoyens français soit prise en compte. Or, tout semble vraiment mis en œuvre pour rendre difficile le processus et limiter au maximum la participation. Un Russe sauvé des griffes d'un ours. L'homme a été secouru après avoir passé un mois dans la tanière d'un ours qui le gardait pour un prochain repas. Ce sont des chiens de chasse qui l'ont découvert dans une grotte dans la région reculée de Tuva, à la frontière mongole. Après avoir inspecté le repère, les chasseurs sont tombés sur le rescapé qu'ils croyaient mort, momifié par le froid et l'air sec. Et dans un instant, notre Zoom du jour, journaliste reporter pour de nombreuses télévisions françaises et étrangères, Olivier Barrouel a mené pour le magazine 66 minutes de M6 une enquête sur la djihadiste française la plus recherchée au monde. 3 ans d'enquête et d'entretien avec la Bretonne convertie à l'islam radical et à la terreur. Ce sont des gens qui se sont réjouis des attentats. Faut arrêter de... Moi, si vous voulez, tous ceux que j'ai rencontrés, que je suivais à cette époque... Déjà, Émilie, comme je raconte dans le livre, m'avait dit Charles, il lui arrivera quelque chose. Tout ça sont des petits réseaux, ils se connaissent tous, ils ont les mêmes financements, que vous les suiviez en Belgique, où je suis allé, ou comme je raconte dans le livre, à Bourg-en-Bresse ou à Nîmes. Tout est lié, c'est un réseau. Donc, ils fonctionnent de la même manière. Tous se sont réjouis de ces attentats. Ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le coup de chaud des médias face à la canicule, l'affaire du Burkini et le gouvernement à l'assaut des médias alternatifs. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez le duo Élise Blaise, Olivier Frère Jacques. Bonne soirée à tous.
envie de vous demander en quoi la mort d'un philosophe académicien peut avoir le moindre rapport avec la sociologie villageoise de Campagnol, mais j'insiste, la pensée et la finesse d'observation de Michel Serres, qui vient donc de nous quitter, sont de la plus haute utilité quand on cherche à comprendre ce qui se passe dans les communautés étroites ou non d'ailleurs, mais quand le monde est réduit à quelques jardins mitoyens ou à une cage d'immeubles, on comprend mieux comment fonctionne l'être humain. Il s'agit, je veux parler de la façon qu'ont les gens pénibles, c'est-à-dire agressifs, dominateurs, de s'approprier le territoire d'autrui, de jouer les prédateurs, de faire rouler leurs muscles, de faire du harcèlement, et notamment au travers de la saleté et du désordre qu'ils jettent autour d'eux. Michel Serres a écrit de très belles et bonnes pages dans un petit livre paru il y a 10 ans sur le rapport qui existe entre la saleté que l'on produit et le territoire que l'on défend. Tout le succès de son livre, enfin j'imagine, est venu de ce qu'il offrait une interprétation très nouvelle des phénomènes de pollution dans leur échelle la plus grande, la plus planétaire, l'homme se comportant pour lui à l'échelle planétaire comme le tigre ou le sanglier dont on dit qu'ils marquent leur territoire en pissant à tous les coins, en semant leur déjection, mais le philosophe, dans sa démonstration, a toujours tendance à passer du comportement animal à celui des nations, en sautant l'étape du village, du jardin, de l'arrière-cour dont je vous parle. Or, tout ce qu'il observe, là, s'applique parfaitement au village de manière très précise. Dans un village, ce sont les caractères les plus odieux, les plus envahissants, qui laissent tout traîner, et de préférence tout traîner contre votre clôture ou votre portail, jusqu'à la limite de l'illégalité, parce que parfois, évidemment, ça dépasse chez vous, mais c'est le but du jeu. Et leur argument est systématiquement « c'est chez moi, je fais ce que je veux ». En fait, on peut retourner la proposition. C'est chez moi, je fais chez moi ce que tu ne voudrais pas faire chez toi, ni voir de ta maison, mais je te l'inflige quand même, je pollue ton espace visuel et celui de tous les villageois autour, parce que je veux vous dominer tous par ce que je vous inflige. En gros, au propre comme au figuré, je vous emmerde, je souille votre territoire pour qu'il devienne le mien. Eh bien, nous n'avons pas tout à fait ce genre de personnage à Campagnol, et il faut ajouter d'ailleurs que chez nous, la mairie n'est pas agressive, et que ça explique pourquoi elle n'est pas dominatrice. Mais à Saint-Barnabé, c'est le contraire. L'atmosphère est tellement à la rivalité entre mâles, notamment, qu'il y a au moins 2 personnes comme ça qui disent qu'elles emmerdent tout le monde en laissant carcasses de voitures, vieilles caravanes, remorques, manèges de fêtes foraines dans leur jardin. Le maire menace de faire jouer les services sociaux, sanitaires, tout ce que vous voulez. Les intéressés disent évidemment ils peuvent toujours venir, on s'en fout. Et l'atmosphère de défi territorial est permanente comme ça, récurrente, comme elle l'est aussi en banlieue d'ailleurs, où on observe les mêmes phénomènes, et où l'on néglige de voir que les dégradations, les tags, les papiers partout, tout ça est une manière animale de manifester son existence, et l'existence de son territoire. Mais nous parlerons de la banlieue plus tard, une autre fois, pour finir je vais finir sur un phénomène corollaire, une maladie mentale dont était atteint l'un des 2 personnages de Saint-Barnabé, et qui a permis de le coincer d'ailleurs. Les gendarmes sont allés chez lui pour le coffrer, enfin pour le mettre à l'amende. C'est celui qui consiste à mettre le feu partout au nom, par exemple, de l'écobuage. Michel Serres n'est pas allé jusqu'à la psychanalyse, mais il y a une composante très prédatrice purement sexuelle dans tout ça, dans tout ce que je viens de décrire. Ces gens qui mettent le feu notamment, ces gens qui déploient leurs détritus un peu partout, sont des frustrés sexuels. Ça se vérifie dans les 2 cas que nous avons à Saint-Barnabé, où les 2 coupables là sont à la limite du comportement violeur, notamment par exemple pendant les fêtes de village, quand ils ont bu un coup de trop. D'où l'intuition que dans les relations internationales, c'est pareil. Les pays les plus pollueurs sont aussi ceux qui ont envie et besoin de menacer la liberté des autres, d'intimider les voisins. Et là, quand on compare les pourcentages d'émissions de CO2 dans le monde, on voit tout de suite qui veut la guerre. Eh bien, c'est pas nous. Je veux dire, ni la France, ni Campagnol, évidemment. Alors, pourquoi, allez-vous me dire, Emmanuel Macron en fait-il des tonnes sur la pollution en France, au lieu de s'attaquer à celle des vrais prédateurs que sont l'Amérique et la Chine à cet égard? Eh bien, tout simplement pour atténuer leur responsabilité et la responsabilité de ses maîtres sur le thème « On est tous pareils ». Bien non, on n'est pas tous pareils, désolé. La France est beaucoup mieux.
À bientôt. Abonnez-vous. Juste après l'incendie de la cathédrale de Paris, les Français se sont montrés particulièrement généreux en promesses de dons ou en dons effectivement effectués. À la suite de l'engagement de tous ces généreux donateurs, petits ou grands, la Fondation du patrimoine a estimé avoir reçu suffisamment de fonds pour couvrir l'ensemble du chantier de rénovation. Déclaration un peu rapide. En effet, les élucubrations gouvernementales sont telles que l'on ne sait toujours pas exactement ce que va recouvrir, c'est le cas de le dire, ce fameux chantier de rénovation. En outre, que faire de l'argent récolté si l'ensemble des dons dépassait les dépenses de reconstruction? Il y aurait évidemment des tas de possibilités de rénovation, d'autres cathédrales notamment. Alors, que fait-on du surplus? La question est légitime et mérite d'être posée, mais le ministère de la Culture ne veut pas en entendre parler et cultive le flou. On verra bien qu'ils disent. En réalité, nous sommes d'autant plus en droit de nous poser la question que nous avons très peur de la réponse. Les donateurs sont inquiets de ne pas savoir précisément comment va se faire la reconstruction de Notre-Dame. Ils sont moyennement ravis d'entendre parler de roof, en anglais on dit roof, top, écolo, modulable. Eux qui ont été émus jusqu'aux larmes et se sont mobilisés pour retrouver leur belle dame à l'identique. Le détournement de fonds étant un sport national, au plus haut sommet de l'État notamment, ils n'ont aucune envie que leurs dons surnuméraires servent par exemple à entretenir d'autres lieux du culte. Devinez lesquels, allez, faites un petit effort s'il vous plaît, ou partent sur d'autres projets culturels incontrôlables. Un petit calcul rapide. Le budget global du ministère de la Culture s'élève à 10 milliards d'euros environ. Sur ces 10 milliards, 900 millions seulement concernent les patrimoines. Oui, les patrimoines au pluriel. Aïe, aïe, aïe. Les patrimoines au pluriel. En clair, cela signifie que le ministère pourrait débloquer d'importantes sommes pour la rénovation de nos superbes édifices religieux, mais il préfère financer à grande échelle ce que l'on ose appeler art contemporain. Revenons maintenant sur notre belle cathédrale. Oui, la vigilance s'impose, elle s'impose vraiment. De là-haut, Notre-Dame, surveillez-les s'il vous plaît, car malheureusement, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.